commence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour répondre à toutes vos questions par rapport au master. Donc, ça va se dérouler avec des petites cartes marquées tout sur le fleur et on va répondre chacune notre tour à toutes les questions. Je vous laisse d'abord peut-être vous présenter. Alors moi c'est Eugénie. Moi c'est Cécilia. Moi c'est Noémie. Et moi du coup je suis Maëva Touzo-Rousseau et je suis donc enseignante dans le Master FLE et aussi responsable de la première année. Est-ce qu'on laisse Madame Touzo commencer? Oui. Alors du coup, tout sur le FLE, première question, c'est quoi le FLE, le FOSS, le FLI, etc. Donc effectivement c'est un petit peu compliqué peut-être de se repérer dans le FLE parce que finalement à l'intérieur du FLE on a une grande diversité des publics, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau des objectifs, mais également des différentes appellations. Donc la grande boîte c'est le français langue étrangère. Et à l'intérieur de cette grande boîte, on a par exemple le FLI, donc le français langue d'intégration, le FLS qui peut être le français langue seconde et le FLESCO, français langue de scolarisation, le FOU, français sur objectif universitaire, c'est un petit peu de la MTU finalement, et le FOSS, le français sur objectif spécifique pour les travailleurs, et le FLP également qui est associé aussi au FOSS. Donc une grande diversité pour un enseignement varié pour ne jamais s'ennuyer. La prochaine question c'est quelles études faut-il faire pour y accéder? Est-ce qu'il y a une licence spécifique? Alors à proprement dire il n'y a pas de licence FLE, mais on peut faire, il y a plein de parcours. Il y a les parcours LSER, donc langue, littérature et culture étrangère. On peut faire sciences du langage, sciences de l'éducation, lettres. Et en fait l'important c'est vraiment d'avoir des cours transversaux qui puissent avoir un lien avec le FLE pour pas être perdu en fait au début du master et être motivé, c'est important. Mais en soi il n'y a pas une licence à proprement dire pour accéder au FLE, enfin rien que dans notre licence, dans notre master. Non. Il y a une majorité de LSER. Majorité de LSER, mais il y a des sciences du langage, il y a même LEA. LEA. Donc, Je crois qu'il y en a qui ont fait du. Mais après, c'est les internationaux. Ils ont fait un truc parcours FLE. ouais, il y a des parcours faits à l'étranger, mais. C'est ça, en fait il y a plusieurs possibilités aussi, donc la majorité vient quand même de LCER anglais, anglais, espagnol, allemand, etc. Donc une sensibilité aux langues, mais on ouvre de plus en plus aux lettres aussi. Puis il y a LEA, avec avec du coup un besoin aussi de se former en didactique assez rapidement, comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que il y a les cours transversaux où il y a déjà une initiation en fait à la didactique des langues, au FLE, aux réalités de la langue française et de son enseignement. Et puis aussi on a la formation continue et la formation initiale aussi. Donc il y a aussi des reprises d'études. Quelle est la différence entre FLE et MEF? Pourquoi choisir FLE? Pourquoi choisir MEF? Alors, FLE, c'est... Alors, je vais commencer par Master MEF plutôt. C'est plus pour intégrer l'éducation nationale, que ce soit premier degré ou second degré. Pour ce qui est du FLE, on est beaucoup plus libre. On peut faire du premier degré, du second degré, mais aussi avoir un public adulte. Les publics sont très variés. Pourquoi vous avez choisi le FLE plutôt que le MEF aussi? Quelle différence est-ce que vous faites finalement? Je commence. Moi, FLE plutôt que MEF, tout simplement parce que je voulais pas forcément rester en France, déjà première chose, et que avec le FLE on a vraiment un public beaucoup plus varié, et c'est ça qui m'intéressait. Je voulais pas forcément avoir j'étais plus intéressée par le secondaire, mais je voulais pas forcément rester dans des collèges et lycées comme moi j'ai connu, et tout simplement parce que la pédagogie n'est pas du tout la même. C'est vrai que la pédagogie de l'éducation nationale, il y a des très bons côtés comme il y a des côtés moins bien dans toutes les pédagogies finalement, mais la pédagogie du FLE se rapproche plus d'une pédagogie que je trouve anglaise et américaine, enfin un peu anglophone, où il y a une proximité avec l'apprenant qui n'est pas la même. Et moi c'est vraiment ça qui m'a plus attiré, le FLE plutôt que le MEF. Moi, c'est un peu pareil. C'est vrai que l'éducation nationale, ça m'attirait pas tant que ça. Par le vécu en tant qu'élève, mais aussi en observation pour un stage, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Alors que le FLE, ça ouvre beaucoup de portes. On a des publics plus variés, on peut vraiment avoir une pédagogie qui nous correspond. Et j'avais aussi pour optique de pas forcément rester en France, mais de partir
Donc ça ouvre beaucoup de portes. Et en plus de ça, si jamais on veut se reconvertir et pas forcément faire de l'enseignement, il y a plus de facilité, comme travailler dans l'édition ou autre. Il n'y a pas de concours. Oui, voilà, aussi. Il y a pas de concours. Vous avez tout dit, c'est pas très juste. Mais non, mais tout ce qui a été dit, le public, vraiment beaucoup. Partir à l'étranger aussi. Mais c'est vrai que déjà le français, moi c'était une matière que je voulais enseigner plutôt que l'anglais. Si j'avais dû choisir un parcours en MEF, ça aurait été plutôt l'anglais. Mais aujourd'hui, c'était pas ce qui m'intéressait. Et c'est vrai qu'avec le master, ça se confirme. Parce que toi tu avais LCR anglais. Oui, c'est ça. Du coup, ça aurait été MEF anglais. Oui, c'était ça. Ok. Mais finalement, est-ce que ça ne vous inquiète pas finalement de ne pas avoir un poste directement derrière? Parce qu'en principe, le principe de l'éducation nationale, c'est un concours, puis vous êtes placé. Est-ce que ça, c'est un choix aussi? Je pense que c'est aussi l'avantage où on n'est pas placé directement quelque part, on a le choix de travailler où on veut finalement, et qu'on a quasiment la carte du monde pour choisir. Donc on peut vraiment, en fait c'est qu'on est libre de se dire on peut travailler soit en école, soit en association, enfin on a vraiment le choix. Et je me dis je préfère avoir cette liberté plutôt que d'être placée quelque part où moi j'ai pas nécessairement envie d'être finalement. Donc, C'est ça. donc préférez finalement partir l'inconnu plutôt que finalement la stabilité qu'un concours peut vous proposer. C'est Ouais. ça. Ouais. Et c'est surtout qu'après MEF c'est vraiment orienté premier ou second degré, Oui. alors que là avec le Master FLE c'est beaucoup plus large, enfin, on peut vraiment toucher à tous les publics beaucoup plus facilement et c'est Ouais. plus intéressant. Le choix peut se faire plus tardivement, tu veux dire. C'est ça. Ok. Après, en MEF, vous pouvez aussi partir à l'étranger. Oui c'est sûr, ça D'accord, c'est il y a sûr. il y a des passerelles, etc. Mais c'est sûr que les premières années, il me semble qu'on est obligé, enfin on est placé quelque part forcément. Donc, Il y a une première année, oui, Oui. du coup de formation, du coup vous êtes inspecté, etc. Voilà. C'est différent. c'est différent, il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre, il faut juste choisir celui qui nous correspond tout simplement. Est-ce qu'il y a des stages? Combien de temps ça dure? Et lieu possible de stage? Alors oui, il y a des stages. Un en première année qui dure environ une centaine d'heures. Et un en deuxième année qui dure 300 heures aussi environ. Est-ce que vous pouvez me parler de vos stages? Ça pourrait Alors. peut-être donner des indications. Alors moi je suis en UPE2A, alors en école maternelle, enfin primaire. Donc je fais du FLS et les UPE2A c'est des unités d'accueil pour des élèves allophones. Alors moi aussi, je suis en EP2A du coup, mais moi au collège, mais je fais à peu près la même chose que Jenny. Voilà. Moi je suis à la MLDS, donc c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Moi je suis à Chevrely, pour indication. Et j'ai un public francophone et un public allophone, et c'est des 15-18 ans, ça dépend les âges. Et c'est vraiment un peu du français langue d'intégration et français langue de scolarisation. Parce que le but c'est qu'ils reprennent des études après. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en plus à l'université d'Angers, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires. On a organisé en début d'année un forum des stages où vous avez eu l'opportunité de choisir vos stages aussi. Donc beaucoup avec les UPE2A, la MLBS, qui sont des partenaires de longue date, mais aussi des associations. Est-ce un master sélectif? Alors, comme on a dit tout à l'heure, il est préférable d'avoir une licence LCER, mais techniquement il est ouvert à tous. Seulement il y a seulement 25 places. Oui, c'est ça. Donc un petit peu sélectif. Un petit peu. Finalement. Au final. Donc finalement, il est un petit peu sélectif, oui, parce qu'il n'y a que 25 places et c'est vrai qu'on reçoit des centaines de candidatures. Donc il y a quand même une sélection qui est un peu complexe, on ne va pas se mentir, et où sont valorisées finalement les initiations, les formations que les étudiants ont pu avoir en DDL, les expériences à l'international, et peut-être aussi quelques formes d'enseignement. Parfois, parce que vous en avez déjà, notamment parce que certains sont déjà partis en assistanat, d'autres peuvent aussi travailler dans des associations, etc. Donc, c'est des critères quand même qui entrent en jeu au moment de la sélection.
Quel type de professeur on devient en faisant FLE? C'est une bonne question. Très bonne question. Moi, j'ai envie de dire qu'on devient le professeur qu'on a envie d'être, dans le sens où le master nous permet vraiment de trouver l'identité enseignante, enfin notre identité enseignante, et ne pas être forcément les profs qu'on a des fois eu en fait tout simplement et qu'on ne veut pas être, ou alors des profs qu'on a adorés et ces profs-là on se dit ah j'aimerais vraiment être ce type de prof-là. Et c'est vraiment un master qui nous offre cette possibilité-là de tout simplement être qui on veut être. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus. Non, je pense que vous avez tous des identités enseignantes assez fortes qu'on essaye de valoriser au maximum. En tout cas, on essaye. Non, on se sent vraiment, je pense, écouté et accepté dans l'enseignant qu'on veut être dans ce master-là. Et c'est vraiment un aspect super important pour notre construction enseignante, je pense. On étudie vraiment tout ce qui peut. Enfin, tout. Et donc on va chercher à droite à gauche et ce qui nous convient le plus. Et on prend tout ce qu'on pense être bon. Et avec nos stages en plus, ça nous aide à nous former encore plus. Quelles sont les matières étudiées? Quelle quantité de cours dans ce master? Alors, je vais peut-être vous poser la question aussi. Quelle quantité de cours dans ce master? On a 16 heures semaine et je crois même qu'on a 340 heures dans l'année. Dans l'année. Ou 360. Tu tentes un peu trop de précision. Là, je crois bien. Non, en fait, on a à la fois beaucoup de cours sans en avoir beaucoup. Enfin, c'est pas infaisable, très clairement. C'est des cours très variés. Il y a 2 options à choisir parmi 3. Nous, on fait 3. Oui, vous en faites 3 notamment. Oui. Donc, vous avez choisi les 3. Mais c'est 2 obligatoires. Après, en cours, on va dire tronc commun, on a le lundi, le mardi matin, le mercredi, il y en avait 2. Et le jeudi, il y en avait 1. Donc on a 5 cours après obligatoires à tous. Et après, pour les cours transversaux qu'on n'a pas tous fait, on a des petits cours d'aide, donc qui peuvent être ajoutés entre 1 à 4 selon les parcours de chacun. Voilà. Et les cours d'aide sont répartis tout au long de l'année sur les 2 semestres. Donc c'est pas forcément 4 cours au premier semestre, ça peut être 2 et 2. Après, il y en a, ça peut être 1 et 2, 2 et 1. Donc c'est des cours, justement, c'est des cours de remise à niveau pour celles et ceux qui n'auraient pas pu suivre une initiation ou une préformation à la didactique des langues et aux francophonies, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'Université d'Angers, on est très ouvert aussi sur la diversité, les francophonies, etc. Et on a des cours qui sont quand même très fléchés aussi autour de ça. Donc c'est pas mal. Et est-ce qu'il y a une matière dont vous voudriez parler? On peut essayer faire un petit point sur toutes les matières. Pour le premier semestre, parce que du coup vous n'avez pas commencé le deuxième. Le premier cours qu'on a eu, c'était outils et pratiques. Outils et pratiques d'enseignement. Oui, j'en parle. C'est vraiment un cours, comment dire, un peu boîte à outils, je dirais, comme Maman Soukadel l'appelle. C'est vraiment un cours qui va nous servir à... Enfin, tout ce qui est vraiment pratico-pratique dans l'enseignement, moi je trouve. C'est un cours où on voit les compétences, on voit tout ce qui est CECR, donc c'est le cadre commun de référence pour les langues. Et vraiment comment construire une séance. En fait, on voit plein de choses. Et il faut savoir que tous nos cours sont un peu liés les uns avec les autres. Donc parfois on voit quelque chose dans un cours qui va nous servir pour un autre. Et c'est ça qui fait aussi la force, je trouve, de nos cours, c'est que on voit la théorie et la pratique et tout est relié, donc ça nous permet vraiment de nous servir directement, notamment pour nos stages, de ce qu'on a appris en cours, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse harmonisation entre vos enseignants pour qu'il y ait des répétitions dans les cours et que ça fasse du bien, et voilà. Alors ensuite, le mardi, on a la sociolinguistique. Dans ce cours-là, comme dans le titre, on étudie l'aspect social de la langue, tout ce qui est par exemple glottophobie et bien d'autres choses. Alors après on a la politique linguistique qui est un cours d'option avec Madame Touzeau, où là on va étudier la situation des langues dans chaque pays. Donc
nous, on est aussi beaucoup concentré ou focus sur au niveau de l'éducation et de l'enseignement, parce que c'est ce qu'on en fait. Mais donc on a étudié chacun un pays différent et on a apporté pour comparer un peu entre chaque pays. Sachant que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir comparer les réalités de tous ces pays, pouvoir s'en inspirer, ou au contraire essayer de réfléchir à notre positionnement si on devait aller enseigner dans ces pays-là aussi. Sciences du langage. Sciences du langage. Le mercredi, on a sciences du langage, donc avec Mme Touzan encore une fois. La science du langage, en fait, après vous avez un cours de sciences du langage et enseignement des langues, et ce cours-là, finalement, est un cours qui fait le lien, notamment avec le cours de Mme Moussogabé, avec le cours de Mme Galabi-Goffer, et c'est un cours qui est censé vous présenter tout un panel autour des sciences du langage et de l'enseignement des langues, avec quand même une concentration petit à petit sur les questions d'identité enseignante aussi, d'identité linguistique et aussi de posture enseignante. Cours de numérique. Cours de numérique avec C'est Mme très- Touzeau. Laquelle- à chaque fois. Absolument, on précisera à chaque fois. Raison pour Toujours laquelle nous est sommes parti. ici. Oui, raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui finalement. C'est vraiment un cours de numérique très clairement, mais c'est pas les cours Excel, ça c'est super. C'est vraiment un cours où là on est concentré sur créer une identité pour le master. Donc là on est sur créer un site internet, faire de la communication, faire des fiches pédagogiques, etc. Et le but c'est que ce soit un master qui soit actif aussi du point de vue numérique, parce que ça fait partie de notre identité enseignante en fait, avoir une identité numérique et utiliser le numérique nous pendant nos cours et en dehors finalement. Enfin, on le voit aujourd'hui, il y a énormément d'enseignants qui sont sur même Instagram, etc. et qui partagent leur parcours, leurs fiches pédas, des idées d'activités, etc. Et je pense que c'est un cours qui est finalement assez important et qui permet aussi un peu exprimer notre créativité et nous laisser un peu libre cours à notre imagination et voilà. Et vous êtes très créatif. Vous êtes très créatif. Une mention spéciale aussi pour la création du site internet, Oui. qui est très bon. Voilà, Mention à nos camarades de classe qui vont terminer. bravo. On les félicite. Alors après le jeudi matin, on a le cours de théorie et culture, Mhm. où là on va parler beaucoup de neurosciences, neuromythes. Mhm. Donc ça va être beaucoup plus dans les recherches autour de l'enseignement du FLE. Mhm. On va parler du cours du jeudi. Ensuite, on a grand courant. On étudie donc les différents courants pédagogiques comme Montessori par exemple. Et ça permet de savoir lequel on préfère et lequel on souhaite utiliser dans le futur. Voilà. Et puis le vendredi en option on a enseignement de la grammaire. Le titre est révélateur finalement. C'est vraiment comment enseigner la grammaire à un public et de manière un peu aussi ludique, de voir comment on crée des séances de grammaire, ce qui est un peu aussi je dirais un point faible des fois, c'est certains de chez nous, dont moi personnellement. C'est vraiment un point qui a tendance à faire peur, enseigner la grammaire. Et c'est vraiment un cours super bénéfique, je trouve, pour en fait voir que la grammaire c'est autre chose que un mémo sur comment fonctionne la langue et des exercices, et qu'on peut le faire de plein d'autres manières. Et, On peut l'apporter partout en fait. ouais, on peut l'apporter de plein de manières différentes, etc. Et voilà. Non, puis il me semble que vous êtes aussi mis en situation, Oui. en fait. Oui. Dans chacun de vos cours, vous devenez vraiment participant à l'intérieur de vos cours, et vous vous mettez directement en position déjà d'enseignement Oui. face du coup à la promo aussi. Non, mais Ce c'est qui peut être un challenge pour certains. Oui. C'est vrai que Voilà. le master c'est très centré sur passer d'apprenant à enseignant tout en restant l'un et l'autre à la fois. Et C'est le juste milieu. ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on est l'un et l'autre, et que en tant qu'apprenant on se rend compte de certaines choses, mais en changeant notre point de vue et en se mettant du point de vue enseignant, aussi on pense à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé en tant qu'apprenant, et je trouve que c'est ça aussi une force du master. Mhm. Est-ce qu'on peut travailler dans la culture, l'édition, dans le social? Alors oui, oui et oui.
En fait, le FLE, c'est pas que de l'enseignement. Alors, c'est, oui, une grande partie de notre métier, très clairement. Quand on démarre, généralement, c'est ce qu'on fait. Après, il y a tellement de possibilités. On peut travailler dans la culture, en médiation culturelle, ça peut être dans des alliances françaises, ça peut être dans des associations, etc. On peut travailler dans l'édition et notamment dans la création de manuels. Je pense qu'on n'y rentre pas tout de suite parce que je pense aussi avoir de l'expérience, ça permet d'avoir aussi ce recul sur les manuels, etc. Mais si c'est quelque chose qui intéresse les gens, en fait, on peut en faire dans le fleur. Après, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas le master si vous voulez faire que de l'édition. Ou c'est pas non plus la partie totalement centrale dès le début. Et qu'on n'étudie pas forcément ça pendant le master, en fait, tout simplement. Et on peut travailler dans le social, rien que déjà nous pendant le stage, en fait. Oui. Certains travaillent dans des associations, donc finalement, ils font aussi du social. Et je pense que de toute façon, en faisant l'enseignement en FLE, on fait nécessairement du social. Moi, c'est mon point de vue, mais selon le public qu'on touche, oui. Surtout avec les publics migrants, parce que parfois on va être apporté à les aider dans des situations qu'on ne ferait pas avec un enseignant autre. Ça, c'est la grande découverte en fait que vous avez dans les premières formations, dans vos premières expériences, c'est la gestion à la fois de la classe puis de l'extérieur de la classe. C'est ça. Et de découvrir finalement tout ce qu'il y a autour de la classe aussi. Et peu importe en fait où vous faites votre stage, effectivement, vos apprenants arrivent avec un bagage. Aussi des bagages d'une complète diversité, voilà, et que vous découvrez au fur et à mesure finalement. Et c'est vrai que cet aspect que vous appelez social, etc., vous apprenez à travailler avec aussi. Donc c'est vrai que c'est différent, c'est une autre approche. Et après, pour tout ce qui est édition, etc., c'est pas que vous êtes. Donc on n'est pas fléché sur l'édition, etc., ça va dépendre finalement des stages que vous allez choisir, notamment en M2. Le choix, là, la diversité qui se crée, elle va plus se faire en M2, parce que le M1 reste quand même focalisé sur la didactique, l'enseignement, la pédagogie. C'est vrai qu'au S2, on va ouvrir sur tout ce qui va être littérature, art, davantage aussi. Mais vous allez aussi avoir une grosse formation en ingénierie pendant le Master 2. Voilà. Donc vous allez avoir besoin. Quelle est l'offre de M2 en termes de place et de spécialisation? Alors, au niveau du M2, pour le moment, parce qu'on a aussi beaucoup de projets, mais ça pourrait être une autre vidéo, pour le moment, on a 3 parcours officiels. Donc, on a le Master Recherche qui se concentre fondamentalement sur une recherche davantage théorique, etc., potentiellement qui ouvre sur un doctorat. Néanmoins, le doctorat peut aussi se faire et être ouvert suite à la série Flamme ou Hélé, c'est pas un problème. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a une formation beaucoup plus spécifique, méthodologique, etc., que ce qu'on peut avoir en pro. Mais il y a quand même des cours qui sont mis en commun entre le master recherche et notamment le parcours Flamme. Ensuite, on a le master Hélé qui est un double diplôme, ici avec nos collègues d'Athènes, où le premier semestre se passe à Angers. Du coup, les étudiants athéniens viennent à Angers, suivent leur formation. Et au second semestre, les étudiants angevins partent à Athènes pour faire et leur stage et leur formation. Voilà. Au niveau du Flamme, finalement, donc tous les cours, que ce soit pour recherche, pour Flamme ou pour Hélé, se passent à Angers sur le premier semestre. Donc c'est assez intensif parce que vous avez cours le lundi, mardi, mercredi, d'accord, sur des plages horaires de 3 à 4 heures d'affilée. Donc c'est assez dense, mais ça vous libère du coup le jeudi, vendredi pour vos stages potentiellement, ou pour faire vos dossiers, etc., parce que vous faites essentiellement des dossiers en M2. Donc beaucoup plus réflexifs, beaucoup plus approfondis, beaucoup plus vous aussi. Voilà. Et dans ce parcours Flamme, du coup, normalement, il est davantage destiné à un enseignement auprès des adultes. Donc, voilà, mais c'est aussi le parcours qui vous permet de partir aux 4 coins du monde. Voilà, parce qu'il n'y a pas de restriction. Voilà. Et donc nous, on vous accompagne dans vos recherches de stage. Et là, si je prends l'exemple de cette année,
Donc on a des stagiaires qui ont fait le choix de rester à Angers, en France, donc qui du coup développent des projets mais de A à Z, ça va être vraiment leur bébé avec différents partenaires. Donc là c'est à l'Institut municipal et à Maison Olympe notamment. Et on a ceux qui souhaitent partir à l'étranger, donc on en a qui partent dans les alliances françaises, donc en Australie, au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en Europe uniquement. Certains vont être aussi à la MLDS. Et c'est vrai que c'est très très riche parce qu'après on reçoit les mémoires, parce que par contre c'est le point commun. Hein, peu importe où vous allez, il y a un mémoire de recherche à faire. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est très riche du côté enseignant, en fait, toute cette diversité, parce qu'on a toujours des mémoires qui parlent de réalités qui sont plurielles, variées dans la diversité. Et c'est tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des prérequis pour le master? On en a un peu parlé tout à l'heure. On en a un petit peu parlé. Alors de préférence, il faut faire une licence ALS-CER, mais il est possible de faire une licence lettres. Il n'y a pas de souci avec la licence lettres. Et parfois LEA, si on arrive à passer dans les mailles du filet. Avoir une expérience à l'international très valorisante, je dirais. Oui. Et tout ce qui est Astana aussi, Erasmus, etc. Les cours transversaux, Ouais. Les cours transversaux. l'initiation. Puis franchement, être motivé, avoir un projet derrière, c'est aussi. C'est ça. Ça joue un très grand rôle dans comment vous allez faire votre lettre de motivation, quel projet vous avez derrière. Et que le projet soit cohérent avec. Avec le master. Exactement. Effectivement, le projet, il est vraiment très important. Parce que par exemple, s'il y a des projets où nous, on sait qu'on ne va pas pouvoir accompagner les étudiants finalement dans leur projet, ben, on va valoriser plutôt un étudiant qui va me dire « Ah, mais moi j'aimerais faire des études au Canada, je veux partir dans un pays anglophone, qui souhaite partir en Europe, etc. » Ou du coup, c'est plus fléché, nous, sur aussi notre réseau, les partenaires qu'on a, et on sait qu'on va pouvoir les accompagner en fait. Donc on va valoriser ces profils-là, où on sait que on pourra proposer finalement une approche qui correspondra à leur projet. Donc le projet est vraiment très très important, et surtout ça nous permet aussi de voir si l'étudiant a lu notre maquette aussi. Voilà. Et que du coup il a vraiment envie de venir à Angers parce qu'il voit qu'on correspond aussi à son profil. Personnellement, est-ce que vous vous projetez plus dans l'enseignement du FLE en France ou à l'étranger au vu de vos cours? Alors, moi, plus à l'étranger, parce que j'ai tout simplement en fait toujours eu envie de partir et que ça a toujours été un peu un de mes rêves. Mais il y a énormément d'opportunités en France, et si je devais rester en France, ce serait pas. Enfin, je sais que j'y trouverais ma place aussi, mais c'est vrai que pour l'instant, je me projette plus à l'étranger, mais est-ce que ce sera indéfiniment, je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est vrai que je me projette plus à l'étranger. Comme Noémie, c'est un peu pour ça que je suis là, pour partir. Mais je sais que si je ne veux pas rester à l'étranger indéfiniment, il y a toujours des opportunités pour moi en France si je reviens. Et bien, je vais répéter pour une troisième fois la même chose. Moi aussi, je souhaite partir à l'étranger depuis déjà ma licence. Et c'est vrai que le master m'offre cette chance-là. Et également, si un jour j'ai envie de revenir en France, la porte sera ouverte et je sais que je trouverai quelque chose. Est-ce que vous voulez partager votre expérience qui ouais, fait un peu les deux? Alors oui, avant de partager mon expérience, c'est vrai que le Master FLE est fait d'une telle façon que vous pouvez donc soit faire une année de césure juste avant votre Master 1, mais vous pouvez aussi partir avec des partenaires qu'on a pendant le Master 1. Cette année, tout le monde a voulu rester. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des possibilités de partir en Espagne, en Allemagne, ailleurs, avec des partenaires qui ont aussi des formations en DDL. Vous avez la possibilité de faire une année de césure entre le M1 et le M2 pour partir aussi. Voilà. Et pendant le M2, vous avez la possibilité aussi de partir dans le cadre de votre stage long à l'étranger, etc. Donc c'est vrai que déjà, juste pendant la formation, vous avez beaucoup de possibilités de vérifier que l'étranger, l'international, c'est ce que vous souhaitez aussi. Alors, du point de vue personnel, alors moi je me voyais faire toute ma vie à l'étranger.
Voilà. Et puis les choses de la vie en fait que le Covid m'a ramené en France et que finalement je n'y suis plus pour un tas de raisons que vous connaissez et que finalement enseigner dans le master FLE et former des étudiants en FLE avec j'ai envie de dire il y a un profil quand même FLE un petit peu des étudiants parce que dans les prérequis notamment il y a cette idée d'ouverture d'esprit, d'échange, de communication, etc. qu'on a et qui est très enrichissante aussi du côté des enseignants. Donc finalement je suis restée, mais je continue à enseigner le FLE aussi. Est-ce qu'on est obligé de partir quand on a une formation FLE? Eh ben non. Donc non, c'est vrai que c'est la grande peur de beaucoup d'étudiants, c'est d'être dans l'obligation de partir. Donc c'est ce qu'on disait, il y a, tout au long de l'année finalement, il y a la possibilité de vérifier si l'international nous plaît, si on est prêt, parce qu'une expérience d'expat, c'est quand même, c'est pas sans conséquence, c'est une démarche, d'accord, qui est quand même assez importante et dont on parle, notamment quand on est en train de préparer, de créer des doubles diplômes, etc. On essaye vraiment de vous faire prendre conscience, d'accord, des enjeux de cette expatriation. Après, ça peut être 1 an, 2 ans, ça peut être faire des allers-retours, etc. Ça peut être une des réalités du FLE aussi, c'est que le mouvement reste important aussi, notamment quand on est à l'international ou même au niveau national. Donc on n'est pas obligé de partir. Après, en toute transparence, il est quand même plus facile avec un master FLE de trouver un poste à l'international qu'en France. D'accord. C'est la réalité. Voilà, ça c'est quand même une réalité. Mais c'est vrai que de plus en plus, au fil des années et des promotions de FLE, on a vraiment une division. Avant, tout le monde voulait partir à l'étranger. Voilà. Et maintenant, on est plus vraiment sur du 60-40, voire 50-50. Donc entre ceux qui veulent rester en poste en France, partir dans un aspect plus d'accompagnement social, etc. Ou d'enseignement à 100%, ou d'événementiel. On a même une étudiante là, qui est devenue DJ. Voilà, et qui va mixer dans des alliances, etc., un peu partout et en France aussi. Et ceux qui souhaitent partir à l'étranger, s'installer, trouvent l'amour, etc. Des conseils pour faire une lettre de motivation pour le master. Ah. Et bah, motivez votre projet. Soyez... Soyez bon. Non, ouais, le projet, vraiment, c'est ce qui est le plus intéressant. Montrer l'intérêt pour les cours. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Je pense valoriser les expériences que vous avez eues, que ce soit les stages, même si vous aimez voyager et que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de faire un Erasmus ou des choses comme ça, parce que on n'a pas tous l'occasion d'en faire finalement, mais en fait c'est vraiment montrer votre intérêt pour l'international, votre ouverture d'esprit, le projet que vous avez derrière, etc. Et je pense qu'à partir du moment où vous valorisez, ça devrait aller. Après, c'est la dure loi de il n'y avait pas beaucoup de place, mais ça fait partie des choses que je pense regarder. Oui, en fait, c'est vrai que dans la lettre de motivation, justement, on va voir déjà si la lettre de motivation est adressée à la bonne université, déjà. Ça nous est déjà arrivé de recevoir des lettres adressées à d'autres universités. Voilà, donc bon, ça c'est un peu moyen. Mais on va regarder du coup si effectivement il y a eu un intérêt pour les cours, les profils de master aussi, sachant que là il y en a d'autres potentiellement qui vont ouvrir en lien avec nos différents projets et partenaires. Donc voir si tout ça s'est renseigné, si les étudiants se sont renseignés aussi par rapport à ça. Et également votre projet, c'est-à-dire que le projet, est-ce que c'est vraiment de l'enseignement, est-ce que c'est partir dans de l'édition, est-ce que c'est partir et à quel niveau aussi finalement, ce qui ne vous empêche pas de changer après, c'est-à-dire que ce que vous m'écrivez n'est pas définitif ni gravé, vous avez le droit de changer d'avis, ok, voilà. Et bien évidemment aussi on va beaucoup insister sur si je puis dire vos points forts. Donc on parlait de l'ouverture parce que c'est pas qu'une question d'international aussi, c'est une question d'aller vers l'autre, de vouloir comprendre, de vouloir se trouver dans l'enseignement également et de vouloir s'ouvrir à différents publics et de trouver sa voie. Vous n'avez pas besoin de nous écrire en sachant parfaitement
où vous voulez aller, mais ouvrir des pistes justement que vous pensez correspondre aussi aux réalités du FLE. Combien d'années pour faire le master? Alors on en a un petit peu parlé, de 2 à 4 ans, plus ou moins. En fait on a tellement possibilité de faire des années de césure, faire des stages longs. En fait le master est très flexible finalement. Si on part en cursus entre guillemets normal, on part sur 2 ans de master. Après, ce que Mme Toudou a dit, on peut faire une année de césure avant, une année de césure au milieu. Ça peut être un stage long au milieu, d'essayer de finalement faire un stage d'1 an quelque part entre le M1 et le M2. Donc c'est ça qui est super, parce qu'on peut vraiment partir, si on n'a pas eu l'occasion de partir avant, que là finalement on a l'opportunité et on peut se dire bah j'aurai quand même ma place dans le master, juste j'en profite pour faire pour me faire de l'expérience et voilà. Alors du coup c'est vrai que normalement le master donc inscrit sur 2 ans, et il y a la possibilité de faire une année de stage complète en césure entre les deux. Là actuellement on a un étudiant qui est parti et qui est justement en année de césure, donc on en a un qui est entre le M1 et le M2, on en a 3 qui l'ont fait là juste avant le début du M1, qui sont actuellement en train de vivre leur meilleure vie à l'étranger. Voilà. Et la possibilité aussi du Master 2, en fait, c'est que donc vous avez le premier semestre, je vous l'explique aussi, ça va vous concerner. Vous avez le premier semestre de cours intensif, donc vous n'avez pas forcément le temps de faire votre stage. Voilà. Donc le deuxième semestre, vous faites votre stage, mais sauf que pendant votre stage en même temps, il y a un mémoire à rédiger. Et parfois, ce mémoire peut prendre un petit peu de temps, d'où le fait de parfois faire son Master 2 en 2 ans, pour pouvoir profiter pleinement de son expérience de stage, du réseau que vous êtes en train de créer, et en parallèle faire votre mémoire. Combien vous coûte l'année? Comparé à d'autres universités, ça va. Alors, tout dépend déjà si on est boursier ou pas. Si on est boursier, 0. Si on n'est pas boursier, le master, enfin une année de master, c'est 220 € plus la CVEC, qui est la cotisation que l'on donne pour des projets au sein de l'UA. Donc, je crois bien que la CVEC, c'est 100 €, ce qu'ils l'ont augmenté. Donc, on est à peu près sur entre 320 et 350. Une petite fourchette parce que j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça les prix pour une année de master. Qu'apporte ce master? Alors, il apporte beaucoup de choses, de la pratique, de la théorie, et là on va prendre l'exemple du M1 parce que nous on est en M1. La théorie qu'on voit et qu'on travaille en cours, on peut vraiment l'utiliser sur le pratique, donc avec nos stages. Donc c'est vraiment une mise en lien, surtout que nos cours sont en même temps que notre stage, c'est pas séparé. Voilà. Ça nous permet vraiment de... En fait, ce qu'on voit en cours parfois correspond ou ne correspond pas finalement à notre public. Et ça nous permet aussi de voir nous... Après, on a tous des publics différents, donc voilà, mais ça permet aussi de voir il y a tout ce qui est... Il y a toute la théorie, et parfois dans toute cette théorie-là, il n'y a que certaines choses qui fonctionnent en pratique avec tel public ou tel public. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on peut confronter les deux en fait tout le temps, puisqu'on est en stage et en cours en même temps. Donc c'est vraiment important, et c'est bien aussi qu'on puisse nous se rendre compte et voir ce qui finalement nous correspond. Parce que parfois en théorie on se dit ah ça c'est super, et finalement en pratique c'est pas forcément ce qu'on aime faire et c'est pas ce qui nous correspond. Ça nous permet de nous adapter plus facilement, j'ai envie de dire, d'avoir les deux en même temps. C'est ça l'objectif, c'est vraiment de vous donner un maximum de matière pour qu'après vous l'appreniez et vous l'utilisiez selon vos besoins, finalement. Y a-t-il beaucoup de débouchés à l'étranger? Alors oui, car c'est le but du master. Énumère, je t'en prie. Mais il y en a, comme on l'a dit, il y en a aussi beaucoup en France. Beaucoup, oui, il y a plusieurs possibilités. On a la carte du monde pour choisir où on veut aller. Il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit dans l'enseignement ou dans les autres domaines. Je pense qu'il y a autant d'opportunités qu'il y a de types d'enseignants. Ouais, Il y a tellement de structures différentes.
à l'étranger, en France, etc., que je pense qu'on trouvera toujours un endroit où on aime travailler et quel type de public on aime travailler avec, etc. Effectivement, au niveau international, selon les institutions que vous allez choisir, c'est aussi les profils enseignants. Ce que tu disais très bien aussi, il y a autant d'opportunités que de profils d'enseignants finalement. Parfois, déjà juste au niveau du contenu finalement, vous allez pouvoir être enseignant de FLE, de FLI, de FOS, de FLP ou autre. Donc déjà, c'est des profils différents. Les âges vont être aussi différents. Et si vous travaillez en alliance, en institut, dans une école, dans les institutions du pays, dans un milieu associatif, professionnel, une entreprise, enfin voilà, ce sera aussi complètement différent, mais effectivement on a des opportunités dans ces différents profils. Moi j'aimerais savoir, pour vous, dans cette formation, là vous avez déjà fait un premier semestre, quels seraient pour vous vos quelques meilleurs souvenirs de ce semestre? Ah ah! Moi, j'en vois l'intégration déjà. Franchement, ça a été une semaine où on a découvert tous les cours et en même temps, on a découvert vraiment tout le monde, que ce soit enseignant, apprenant. Et voilà. Enfin, je trouve ça vraiment. Enfin, je trouve que ça reflète l'image du master aussi, où ça a été très accueillant et je me suis vraiment plu dedans. Donc, voilà. Donc c'était parti, ça a amené l'impulsion pour ce métier. Ouais. Moi, je pense aussi que ça a été un peu la découverte de la classe, Ouais, enfin de la classe et des enseignants, dans le sens où le fait qu'on se voit pas beaucoup, en fait, ça aide énormément puisqu'on est tout le temps ensemble et que en fait on apprend très vite à se connaître, alors que quand on est dans une promo en licence de 150, en fait on côtoie que quelques personnes et aussi je pense cette proximité avec nos enseignants, dans le sens où même à la réunion de rentrée, enfin dès le début c'était oui, vous êtes des apprenants, mais on est aussi collègues et le but c'est de vous former. Et moi je me suis sentie hyper valorisée dès le début en fait. Et je pense que c'est un souvenir qui me marquera dans le sens où on nous considère d'égal à égal. Et c'est pas forcément le cas tout le temps. Et je pense que dans le sens où on va être enseignant, c'est super valorisant. Et je pense tous les fous rires qu'on a en classe, parfois. C'est pas faux. Et ce côté aussi débat qu'on peut avoir en classe où chacun peut aussi donner son avis et à libre parole on peut confronter nos idées. C'est le même, hein. Je veux dire, la rentrée, c'est vrai qu'on on est très preux. Donc la proximité, comme l'a dit Noémie, c'est quelque chose de différent comparé à la licence. Mais je me souviens moi aussi que la première semaine, j'ai pris conscience que c'était vraiment différent, on allait vraiment devenir des enseignants. Et ça m'a mis un peu la pression au début. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à me détendre et à apprécier vraiment le master et tous les autres étudiants, on va dire. C'est vrai qu'on est tellement accompagnés en fait par tous nos enseignants et même l'entraide avec les gens de la classe, ça aide énormément. Ok, moi j'aurais une dernière question à vous poser. Donc là vous êtes dans la fin de votre premier semestre, etc. Comment vous abordez votre second semestre? D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu une évolution de votre identité enseignante? Et quels sont vos projets pour la suite aussi? Moi j'ai hâte. Ouais. Non mais c'est vrai que, alors déjà au niveau de mon stage, je découvre aussi une nouvelle facette parce que je vais passer en autonomie. Donc je vais avoir des heures d'enseignement réellement avec mon petit groupe. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir aussi cette facette-là. Et le fait qu'on va avoir des nouveaux cours aussi, j'ai envie de découvrir plus. Donc, et ils ont l'air vraiment tous chouettes. Donc pressée de découvrir ensuite. J'ai hâte aussi de découvrir les nouveaux cours et de commencer mon stage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et aussi j'ai remarqué que depuis le début de l'année, j'ai appris beaucoup plus de choses. Tout ce qui est politique linguistique des différents pays, c'est vrai que je m'étais jamais vraiment attardée. Et de voir que c'est différent, c'est très... comment dire, utile. Utile, ouais. Moi aussi, j'ai hâte. En fait, je pense qu'on apprend tellement et on s'ouvre tellement à plein de choses dans le master que en fait, on a toujours envie d'en apprendre plus et de voir des facettes qu'on n'a pas encore vues, de voir des aspects de l'enseignement qu'on n'a pas encore vus. Et même nous, là, on a un peu encore des idées sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Mais plus on avance et plus on change et plus je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et en fait, j'attends juste d'en apprendre plus et de pouvoir découvrir
encore plus de choses qu'on le fait déjà. Est-ce que vous avez des appréhensions? Parce qu'on a parlé des côtés très positifs, mais est-ce que vous avez des appréhensions, un petit stress, quelque chose? Du coup, ouais, le rapport de stage qui me paraît assez gros parce que j'ai jamais fait ça auparavant. Mais après, je sais que l'accompagnement va être là et le suivi, donc c'est ce qui me permet de relativiser aussi. Même sans, c'est pas pour autant que le stress n'est pas là pour le rapport de stage. C'est normal, c'est le premier gros dossier réflexif aussi. Je trouve que c'est vraiment la charge de travail qui peut parfois faire un peu peur, mais c'est pas infaisable. Enfin, je pense que c'est juste on se dit qu'on a plein de choses à faire à la fois, mais à partir du moment où on est plus ou moins organisé, bah voilà, enfin sur le moment on est stressé, faut l'avouer, parce que ça fait aussi partie de ces côtés plus négatifs du master, mais c'est aussi une réalité où on a une très grosse charge de travail et enfin voilà, c'est aussi des choses à dire, mais c'est pas quelque chose d'infaisable et en fait, le fait aussi qu'on fasse énormément de travaux de groupe, ça permet. Enfin, des fois, on a l'impression que ça peut ralentir dans le sens où on avance moins vite puisqu'on le fait à plusieurs, mais ça nous permet d'échanger et on a. Enfin, moi, j'ai eu des réflexions que j'aurais pas forcément eues si je l'avais fait tout seul, très clairement. C'est le but. Mais non, après, oui, forcément, la charge de travail, le rapport de stage, c'est un élément stressant, mais je pense qu'avec l'accompagnement qu'on a, etc., il n'y a pas trop de soucis à se faire. Vous avez tout dit. Peut-être aussi savoir où s'orienter l'année prochaine, vu qu'il y a de nombreuses possibilités de savoir vraiment ce qu'on veut faire. C'est un peu une décision, on va dire, pour la vie après, même Pour si un on bout de peut, vie. pour un bout de vie. Mais le rapport de stage et les dossiers, c'est vrai que ça peut être assez perturbant. Surtout si on vient d'une licence où on n'a pas fait grand chose, ou du moins il n'y avait pas de dossier à rendre. Mais on est très bien accompagné, donc ça va se faire sans problème. Est-ce que c'est jouable à votre avis entre un travail à côté? Est-ce qu'on peut faire le master en travaillant à côté? Parce que vous parlez de la charge de travail, etc. Est-ce qu'on peut travailler à côté? Moi, je pense que Vas-y. je dirais oui et non. Je dirais oui pour ceux qui ont fait ça, par exemple dès la licence, qui ont toujours travaillé, qui sont habitués, qui sont très organisés, qui vont savoir gérer et le travail et les cours et le travail personnel à côté. Après, il y en a si ils se lancent comme ça en se disant bon, je suis en master, maintenant je vais commencer à travailler à côté. Je sais pas si ça va fonctionner pour tout le monde. C'est une gestion du temps. C'est ça. Ouais, c'est une très grosse gestion du temps. Enfin, faut vraiment savoir allier les deux et je pense qu'il faut pas oublier quand même, enfin dans le sens où on a énormément de travaux de groupe et que aussi les gens dépendent de nous, il faut qu'on puisse être disponible et pour son travail parce qu'on peut en avoir besoin, mais aussi pour ses camarades de classe où quand il faut avancer sur des dossiers, etc. Ça, il faut pouvoir être disponible et ça peut être difficile d'allier les deux des fois, mais je pense que tout dépend aussi de combien d'heures on fait par semaine. Enfin, si c'est un petit peu de temps à autre, ça peut aller. Ou, je pense qu'un travail, entre guillemets, enfin, du 15 heures par semaine, il y en a qui le font. C'est pas infaisable parce qu'il y en a qui le font, mais c'est une très grosse gestion du temps et même du stress de tout gérer, etc. à la fois. Donc, Et parce que dans la promotion, là, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui travaillent 15 heures, d'autres 3 heures, d'autres. Voilà. Donc c'est vrai que, est-ce que pour autant les emplois du temps sont compatibles finalement avec votre vie à l'extérieur, de façon générale? moi, je trouve que c'est compatible. Dans le sens où franchement, on finit jamais tard. Le plus tard qu'on finit, enfin 17h30. Sauf si vous avez une remise à niveau. Oui, c'est sûr. Qui se fait le soir. Oui. Mais en soi, dans le master en lui-même, on a largement le temps de placer nos stages en fait en dehors de nos cours, puisque c'est une obligation de les placer en dehors des heures de cours. On a largement, enfin, je trouve qu'on a largement le temps, enfin largement, c'est peut-être un peu excessif, mais on a quand même le temps d'avoir une vie à côté, de pouvoir profiter. Je pense qu'il faut pouvoir allier aussi notre vie personnelle et notre vie de master, enfin et notre vie d'étudiant, parce que c'est aussi important pour notre santé mentale et pour le bien-être de tout le monde, parce que il faut aussi savoir se reposer, même malgré la charge de travail qu'on peut avoir. C'est vrai que nous, on essaye vraiment de faire que justement cet équilibre, d'accord, il puisse être. D'où ma question. Et bah merci les filles pour la vidéo, merci d'avoir regardé et à la prochaine.